à tous. Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM. Le jingle, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et de tout le territoire Grand Lac. C'est Sullivan à l'antenne, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les lundis dans mon émission, on parle de tout. Vous le savez, parlez-en autour de vous, Radio Grand Lac, c'est votre radio, vous nous retrouvez sur le 88 FM ou radiograndlac.com. Suivez-nous, likez, partagez notre actualité via notre page Facebook, comme déjà plus de 1500 personnes l'ont déjà fait. Émission exceptionnelle ce soir, invité exceptionnel. Mais avant de vous en dire plus, pour ceux qui connaissent l'émission, vous le savez, je commence toujours par les remerciements. Alors je remercie mes invités de la semaine passée. On a mis la rue de Chambéry et ses gourmandises à l'honneur sur Radio Grand Lac, avec notamment la présence de Julien Dangean, meilleur ouvrier de France 2016, artisan traiteur qui nous régale par ses mets magnifiques et abordables. Mais aussi à Romain Guibert, lauréat du concours national des fromagers en 2017, artisan fromager engagé dans le développement durable et les circuits courts. Et pour magnifier le savoir-faire de ces deux superbes artisans, il fallait l'accompagner des plus jolis vins, et c'est Christophe Villegier et sa cave au trésor, Lovine, qui est venu nous en parler avec passion. Merci à eux, et un message surtout, nous sommes dans une ville magnifique, nous avons la chance d'avoir des commerçants de grande qualité, alors pour les courses de fin d'année, faisons travailler ce commerce de proximité, c'est tellement important. Je vous l'ai dit en préambule, Radio Grand Lac a l'honneur de recevoir un invité exceptionnel ce soir, une référence médiatique en Rhône-Alpes. Pour les auditeurs d'RMC, sa voix ne vous sera pas inconnue puisqu'il prend l'antenne quasiment tous les jours dans les émissions de sport, notamment dans la mythique émission du soir l'Afterfoot, en compagnie de Gilbert Brébois et Daniel Riolo. Il a l'amitié d'être avec nous ce soir jusqu'à 19h. Radio Grand Lac est fier d'accueillir Édouard G. Bonsoir Édouard. Bonsoir Sullivan, bonsoir à tous. J'ai le retour d'Édouard G dans les oreilles, c'est incroyable, et puis je t'entends toujours à la radio, c'est fou. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. En plus, vraiment brûle pour point, quand on s'est eu par message à peu près 3 semaines. Bah ouais, mais c'est tapé au bon moment, et puis j'ai un affect particulier avec ces ondes, les ondes du lac, bien évidemment, parce que je suis d'ici, je suis d'Aix-les-Bains, et puis les ondes aussi de cette radio, parce que si je suis là, c'est qu'il a fallu faire des premiers pas, et ces premiers pas, c'était sur cette radio Aix à l'époque, puis Radio Métropolis, pour ceux qui, c'était le siècle dernier. Le siècle dernier. On reparle de tout ça dans un instant, c'était un super teasing, c'était parfait. On se retrouve juste après un jingle et surtout une musique, et on se retrouve dans 3 minutes avec Édouard G ce soir sur Radio Grand Lac 88 FM, les amis. Radio Grand Lac sur 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM. De retour sur Radio Grand Lac 88 FM, radiograndlac.com. Ce soir, j'ai un invité exceptionnel, c'est Édouard G qui est avec moi. Rebonsoir Édouard. Rebonsoir. Merci en tout cas encore une fois pour avoir répondu présent à cette invitation. Édouard, vous êtes d'Aix-les-Bains. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours aixois ? Le parcours aixois, il est très simple. C'est l'école de Saint-Simon, pour ceux qui la connaissent, qui a bien grandi depuis, bien évidemment. Et puis ensuite, le collège Garibaldi. Et puis ensuite, le lycée Marlios. Voilà, le cursus d'un aixois normal, on va dire. Cursus classique d'un aixois normal. Voilà. Et je pense que c'est à peu près aussi le même pour ceux qui sont du quartier de Saint-Simon, passés par cette école. Et puis après, donc le collège Garibaldi, et puis là où on a beaucoup appris aussi au niveau de l'aviron, parce qu'à l'époque il y avait, alors c'est quand j'étais déjà à l'école de, je crois que ça reste encore ça. C'est toujours un super club d'aviron. Voilà, ouais. Ça je le sais, mais en fait sur l'aspect des classes. Parce qu'en fait, il y avait des écoles, on faisait des concours et des matchs entre le Choudi, l'école du centre, Saint-Simon, Lafin. Excellent. Donc il y avait des concours au niveau de l'aviron. C'était à l'automne, c'est là que j'ai découvert et que j'ai aimé ce lac, ce lac du Bourget, avec toutes les odeurs qu'on pouvait avoir, les senteurs, les feuilles de l'automne. C'est pour ça que j'ai un grand faible pour cette période de l'année, parce que quand on se baladait sur le lac le matin, parce qu'après j'avais fait aussi un petit peu dans le club, mais bien évidemment c'était les après-midi, quand il fallait faire avec les différentes classes. C'est là que j'ai appris à connaître ce lac, et puis surtout tout ce qui l'entoure, toute l'atmosphère, et puis ce côté un petit peu romantique du lac qui m'habite encore un peu, et c'est pour ça que j'ai souvent, même si maintenant j'habite Lyon, j'ai besoin de revenir de temps en temps pour toucher ça, pour revoir ça et ressentir.
les choses. Après le lycée, vous partez en fac directement, en fac de droit ? Fac de droit, et puis c'est vrai que le lac, la ville de Aix-les-Bains, je pouvais pas vraiment partir loin, et Lyon, ça me paraissait déjà très loin, donc du coup, je suis allé à la fac à Chambéry. Hein. C'était à l'époque, c'était rue Pierre Véra ou Jean-Pierre Véra, je sais plus. Ah ouais, en d'accord. tout cas, voilà, c'était vraiment au cœur de. Il y a un lycée maintenant. À la voilà. place, ouais. Et il y avait aussi un petit peu à Jacob Belcombette. C'était le début de la fac. C'était encore pas installé. C'était pas encore installé au Bourget du Lac. En tout cas, c'était les prémices. Moi, j'étais pas là. J'étais dans le droit, donc principalement en cœur de ville à Chambéry. Donc j'ai fait 4 ans de droit. Et comme disait Coluche, tout le reste de travers peut-être, mais en tout cas, dans ce reste de travers, j'ai fait une année d'armée. Derrière, je devais continuer le droit. Et puis finalement, quand je suis revenu en 90 de l'armée, on ne m'a pas pris dans ce que je voulais au niveau du droit. Du coup, je suis parti un petit peu dans le journalisme parce que mon papa était correspondant, et peut-être que certains l'ont connu longtemps ici sur Aix-les-Bains, parce qu'il était correspondant de presse. C'est-à-dire vous pouvez peut-être rappeler son nom à votre papa ? Michel Jay, qui était longtemps correspondant, c'est-à-dire qu'il était prof, voilà, c'était son travail de prof, et à côté, il avait cette activité qu'il avait commencé en Tarentaise, à Moutier. Tout simplement, à l'époque, on était le Dauphiné cherchait des gens, le Dauphiné libéré cherchait des gens pour ramener l'état civil, les naissances, les décès, les mariages, voilà, tout bêtement, on va dire, aller à la mairie pour ramener au quotidien. Et à l'époque, il n'y avait pas de mail, il n'y avait même pas de Minitel. Donc, il fallait écrire ça sur du papier carbone, avec du carbone pour avoir un double. Donc, il gardait un double et le reste, il mettait au bus qui était à Moutier. On habitait avec Blanche à côté. Et en fait, le bus amenait sa prose directement à Chambéry pour que ça soit pris. Donc, il a commencé comme ça. Il a fait des reportages toujours en étant instit ou prof. Et puis après, on est venu sur Aix vraiment s'installer en 76. Notre famille est ici, mais le travail de mes parents était là-haut. Et depuis 76, il a été jusqu'en 2011, jusqu'à sa mort. En 2011, correspondant ici. Donc voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu par lui, comme ça, que j'ai appris, que j'ai eu le virus de journalisme, même si j'ai pas fait d'école au final. J'ai tout appris sur le tas. Sur le tas. Alors justement, vous avez un parcours 100% typique de l'étudiant aixois. Mmh. Et vous arrivez donc au début des années 90 au Dauphiné libéré. Et après, derrière, la radio, votre métier de journaliste. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment donné où, déjà avant, quand j'étais joueur de foot au club de foot d'Aix-les-Bains, qui s'appelait pas encore l'AFC, c'était l'Entente Assa-Hussac à l'époque, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une époque ancienne. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Même peut-être les moins de 30 ou les moins de 40. Et en fait, l'idée, c'était que j'étais très mauvais en foot, donc je jouais en équipe réserve, et il y avait quelqu'un qui était à la mairie qui s'appelait Gilbert Combet, qui était passionné un petit peu comme vous de radio. Il était sur Radio Aix à l'époque, radio créée par Gracien Ferrari, je crois, il me semble, je suis même sûr de moi de ce côté-là. Et donc il avait inventé un petit peu en local un petit multiplex de sport. Donc il avait repéré quelqu'un qui s'y connaissait en foot, en hand, en basket, en rugby, et ça s'est trouvé qu'en plus lui il était aux manettes au niveau de la mairie, parce qu'il était au service des sports, donc il pouvait caler les lignes téléphoniques pour les faire construire dans les endroits, et puis surtout donner les autorisations, il y a prescription, on peut le dire maintenant, donner les autorisations au match de se faire en même temps. Comme ça, lui, ça lui faisait tranquillement, il se disait, voilà, allez hop, je vais dire au hand de jouer à 19h, au foot à 19h, au rugby à 19h, alors c'est peut-être pas jouable comme ça, mais en tout cas, ça se faisait comme ça. Et lui, hop, on faisait un petit multiplex. Génial. C'était génial, donc j'ai commencé un petit peu comme ça. Je vous avoue que j'ai pas forcément de grands souvenirs, même si une fois, il y avait eu un match face à Fontaine, qui s'était mal terminé, et j'avais décrit, il y avait des bagarres, et je me rappelle que le procureur de la République, parce qu'il y avait eu des plaintes, et du coup, une petite enquête, et le procureur de la République avait saisi ce que j'avais raconté pour savoir si c'était X qui avait attaqué Y, etc. Alors, je me demandais pas la fin, parce que je ne sais plus ce qui s'était passé, mais voilà l'idée. Et puis après, dans le deuxième temps, quand je finis l'armée, là, il faut que je rende hommage à quelqu'un d'autre, parce que j'ai commencé aussi au Dauphiné, à Aix-les-Bains. Et puis, quand je faisais la locale, il y avait quelqu'un qui s'appelle Patrick Plaisance, que vous connaissez bien forcément sur la région. Ouais. Et qui, lui, faisait de la radio, mais c'était plus Radio Aix, c'était Radio Métropolis à l'époque. Et il me dit, voilà, on se connaissait pas vraiment, mais il a eu le culot de me dire,
tu te débrouilles, là, tu fais un peu d'actualité, tu écris, etc. Ouais, tu verras, c'est simple, la radio. Tu parles, machin, et je dis, bon, pourquoi pas, allez, qu'est-ce que tu veux. Et en fait, ce qui s'est passé, il me dit, ouais, mais moi, je veux partir en vacances, mais mon patron me dit, faut que tu trouves un remplaçant. Donc, allez, je vais bluffer, il y a prescription aussi. Je vais dire que j'ai trouvé un super mec qui s'y connaît, etc. Et puis, finalement, voilà, j'ai fait pendant 15 jours au mois de mars de 91. Donc, la matinale, alors là, c'était la découverte totale. Là, c'était au Théâtre de Verdure à l'époque, il me semble, les studios de Radio Métropolis. Et puis, là, je faisais de l'actualité le matin. 15 jours de matinale. 15 jours de matinale. Voilà, donc là, il fallait apprendre à se lever, à préparer, à mettre les bandes, parce que c'était vraiment des bandes physiques à l'époque, qu'il fallait mettre dans le bon endroit. Il fallait faire le reportage de journée. C'était une super expérience. Et puis pendant cette période-là, j'ai des gens de Radio Nostalgie qui, sur Chambéry, Alain Poncet, que vous connaissez sûrement, qui est maintenant le président du club de hand de Chambéry, et qui cherchait quelqu'un pour retransmettre des matchs de basket. Parce qu'à l'époque, il y avait l'équipe de Challes-les-Eaux Basket, qui était féminine, qui était très, très performante, qui était championne de France et qui jouait à la Coupe d'Europe. Et il me dit, est-ce que tu as un passeport ? Est-ce que tu t'y connais en basket ? Alors, le passeport, je l'avais. Le basket, oui, je savais à peu près, je commence à jouer, mais bon, pour décrire les actions, je me dis, bon, on verra. Je dis oui. Petit culot sur le coup, allez, je t'engage. Et puis, premier match, ça sera en Lituanie. Alors, finalement, ça n'a pas pu se faire en Lituanie, ça s'est fait en Suède. Donc, un premier match magnifique, en fait. Voilà, tout ce que je commence par ça. Et puis, pour la petite histoire, en fait, l'entraîneur de l'équipe réserve de basket, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Lemarchal. Bien avec sûr. qui j'ai débuté, donc je veux aussi lui rendre hommage parce que avec lui il a fait le consultant, donc j'ai aussi débuté en tant que commentateur et puis lui était consultant à côté. On s'est super bien entendu, c'était vraiment génial à commenter. Donc les matchs européens, on est allé en Grèce, en Espagne, on a fait des chouettes voyages et puis aussi je commentais aussi les matchs de l'équipe de Challes-les-Eaux en France. À l'étranger, pas à l'étranger, à l'extérieur plutôt. Donc c'était assez sympa de vivre tout ça. Donc ça, donc 90, là, vous avez 91, suivi l'équipe de Challes-les-Eaux pendant toute la saison. Pendant toute la saison, voilà. C'était l'époque où elles dominaient alors pas l'Europe parce qu'elles ont au moins la France. Et puis je crois qu'au niveau de l'Europe, c'est fini en Final Four, mais voilà. Donc c'était très 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 sympa de suivre tout ça. Et puis certains me plaisantaient aussi à l'époque parce que je me baladais avec tout mon matériel, avec un sac à dos, et puis j'étais tellement corporate que j'avais, parce qu'à l'époque c'était pour Radio Nostalgie à Chambéry, j'avais les bandes, comment on appelle ça, les posters en fait de Radio Nostalgie, les logos, des banderoles que je posais juste devant moi pour montrer que Radio Nostalgie retransmettait le match, en fait, voilà. Donc c'était pas très journalistique à l'époque, mais bon, voilà, je le faisais, c'était assez marrant, quoi, en fait. On est sur Radio Grand Lac jusqu'à 19h. On est accompagné par Édouard G et on a encore beaucoup de choses à dire. Restez à l'antenne sur Radio Grand Lac 88 FM. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 88 FM, radiograndlac.com, 1987, Calogero. Nous, on s'est arrêté en 1991 avec Édouard G et sa première collab avec notamment Nostalgie et le fait d'avoir suivi donc l'équipe féminine de Challes-les-Eaux pendant toute la saison. Et puis arrivent les JO. Oui, arrivent les JO. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Gilbert Combet qui travaillait aussi pour Radio Nostalgie. Et puis, malheureusement pour lui, en janvier 92, il a mal au dos. Et donc le patron, donc Alain Poncet, me dit j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise pour toi. La bonne, c'est que tu peux profiter de la blessure de Gilbert, mais la mauvaise, c'est que j'ai pas de moyens pour te payer pendant les 15 jours des Jeux Olympiques du 8 au 23 février 92. Donc, mais par contre, voilà, tu as un lit de camp dans le studio qu'on a à Courchevel. Donc je dis oh là là, j'y vais vite parce que j'y croyais pas du tout, quoi. En fait, j'avais même ma tenue de bénévole. Je voulais être bénévole donc j'ai ma tenue de bénévole des JO d'Albertville que j'étais allé chercher 2 jours avant, puis finalement 2 jours après on m'offre un sésame, une opportunité incroyable avec quelque chose qui était formidable, c'est ce qu'on appelle une accréditation tout site, c'est-à-dire qu'on pouvait aller partout, parce qu'il y avait des accords un peu particuliers entre la radio et Michel Barnier à l'époque et Jean-Claude Killy, les patrons de la candidature et des jeux. Donc c'est sur le moment j'arrive pas à y croire, et puis finalement
ça arrive, c'est 15 jours formidables à suivre, énormément de choses. Et puis le ski, j'aimais ça déjà, parce que j'ai suivi pendant 22 ans au final les Coupes du Monde de ski, notamment les Coupes du Monde de ski alpin. Donc j'ai fait 5 Jeux Olympiques jusqu'à Sochi en 2014 et puis après j'ai arrêté parce que j'en avais vraiment, c'est quand même devenu des grands événements. Et donc en 92 c'était mes premiers Jeux et puis là voilà j'ai vécu tout plein de choses à côté de reporters qu'après j'ai côtoyé, donc c'était assez marrant. C'est des gens que je voyais à la télé et finalement par exemple Gérard Rolls qui était venu une fois à Aix-les-Bains, j'ai retrouvé récemment un autographe de lui parce que encore une fois mon père en tant que correspondant est allé faire une photo avec lui pour annoncer que Gérard Rolls, qui était quand même une star de la télé à l'époque, était venu à Aix-les-Bains. Et puis j'ai fait une photo avec lui, j'ai un autographe. Et puis après en 92 je me retrouve avec lui. C'était et sur les Jeux Olympiques comme ça, j'ai des gens d'RMC qui me disent qu'est-ce que tu fous, t'es qui, t'es quoi, machin. Et je dis je fais de la radio, et ils me cherchent quelqu'un. On cherche un correspondant un peu qui peut nous donner des informations sur la Savoie parce qu'on n'en a pas. Et, ouais, pas de problème. Alors, tu seras pas. C'est 50 francs à l'époque l'information, donc tu vas pas vivre de ça. L'information 50 francs. Voilà, c'est simplement dire il y a à peu près 7,50 €. Voilà, c'est ça. Voilà, tu dis juste qu'il y a ça et puis nous on vient en tant que reporter et puis si on peut être les premiers, voilà. Et en fait, pas de problème. Et puis moi à l'époque j'étais postier. Je travaillais à la Poste pour payer mes études et payer le reste, parce que le journaliste, ça payait pas des masses. Je touchais 800 francs au Dauphiné Libéré à l'époque par mois. Donc, heureusement, j'habitais chez mes parents, mais même avec 800 francs, ça fait quand même pas beaucoup. Dauphiné Libéré, ouais. Postier, RMC. Et Postier, en fait, je faisais la Poste, le facteur. Et puis, vu que je me débrouillais bien, le patron me donnait toujours un petit peu les quartiers un petit peu difficiles où c'était long, etc. Donc voilà, parfait. Puis en plus, je faisais ce qu'on appelait, je distribuais alors je pense qu'il y en a peut-être qui peuvent me maudire, parce que c'est les publicités dans les boîtes aux lettres. Et on était payé au poids, en fait. Poids ? Ouais, au poids de distribution. Voilà. Et là, la période, octobre, novembre, décembre, c'était parfait parce qu'il y avait les fêtes, ouais. C'est les fêtes, donc il y avait, voilà. Donc au milieu de tout ça, donc j'avais ces petites choses-là. Et puis la petite anecdote, c'est qu'à l'époque, en mois de mars 92, alors je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais il y avait eu un petit incident à Aix-les-Bains. Il y avait eu un train de produits chimiques qui s'était renversé à la gare. D'accord. Et puis mon papa étant correspondant, les pompiers l'appellent au milieu de la nuit. Moi, habitant chez mes parents encore, je le sais. Donc, j'appelle RMC. Et donc, ils disent, super, machin. Ils arrivent, ils font les reportages, ils disent qu'ils sont les premiers. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Europe 1 était les premiers, tout simplement parce que la fille du maire de l'époque, qui était aussi au courant, c'est Laurence Ferrari qui travaillait Europe 1. Donc, eux aussi étaient au courant. Voilà, pour la petite histoire sur le coup. Et donc, du coup, j'ai, à travers cette opportunité, cette anecdote, ils m'ont dit, allez, viens faire une pige en mai 92 à RMC. Et puis, ça fait 27 ans plus tard, j'y suis toujours. 27 ans plus tard. Ouais. C'est quand même hyper rare maintenant de se retrouver dans une entreprise pendant 27 ans. Donc ça veut dire que RMC, c'est un peu le prolongement de vous-même aussi quelque part. Ouais, c'est vrai que je me vois mal ailleurs, mais peut-être qu'un jour il y aura ailleurs, parce qu'il faut jamais dire jamais. Mais c'est vrai que pendant 6 ans, de 92 à 98, j'étais pigiste. Donc pigiste, ça veut dire que je travaillais tous les week-ends, je travaillais quand le titulaire ne voulait pas bosser. Donc c'était les week-ends, c'était ses vacances. En plus, à l'époque, RMC, il y avait beaucoup de vacances, donc moi, ça m'arrangeait beaucoup. Voilà, donc après, j'ai fait des correspondances aussi. J'ai remplacé sur Lyon, 1 ou 2 fois à Monaco aussi, donc j'ai appris voilà, et puis à la fin du mois j'aimais bien les feuilles de paye qui arrivaient. Finalement c'était pas si mal que ça. C'était pas si mal, c'était des feuilles de paye, j'adorais l'adresse, c'était déjà il y avait plus de 3 chiffres, pour une fois il y avait plus de 3 chiffres. Non, et puis une feuille de paye rouge qui arrivait avec RMC avenue Princesse Charlotte 98 080 Monaco, ça en jetait parce que Radio Monte Carlo quoi. Voilà, exactement, à l'époque c'était les studios étaient alors principalement à Monaco, il y avait aussi une antenne
à Paris, mais principalement à Monaco. Donc on avait des réunions à Monaco, c'était assez sympa, parce qu'après il y a l'époque faste d'RMC où on prenait l'avion pour aller de Grenoble à Nice, et puis après il y avait un hélico qui venait nous chercher à Nice pour aller à Monaco. C'était la grande époque d'RMC. J'ai pas connu longtemps ça, mais on m'a bien raconté que ceux qui étaient avant en ont bien profité. Et justement, du collège Garibaldi à RMC, s'il y avait un conseil à donner à un jeune auditeur qui vous écoute et qui aurait le rêve peut-être pourquoi pas demain de devenir journaliste, ce serait lequel ? Toujours y croire. Il y a toujours des moments donnés où il y a des opportunités dans la vie. Je dis toujours que ce métier de journaliste, pour moi, c'est pas un métier d'opportuniste parce que j'ai jamais rêvé de faire ça pour faire le 20h, pour avoir un gros ego, pour me montrer, etc. Moi, je suis là pour aller les yeux dans les yeux. Je suis reporter, je suis à la base. J'aime aller découvrir un petit peu ce qui se passe. C'est pas une question uniquement de scoop, mais c'est une histoire de tranche de vie. Que ce soit du sport maintenant, parce que le sport pour moi c'est de l'actualité un petit peu heureuse dans la majeure partie du temps, même si j'ai vécu aussi des drames à travers le sport, mais j'ai fait pendant 17 ans aussi l'actualité générale, donc ça veut dire catastrophe du tunnel du Mont Blanc, ça veut dire catastrophe, le procès Otia par exemple, tout ce qui s'est passé au Grand Bornand, c'est des affaires malheureusement de viol, de torture, on voit vraiment de toutes choses. Après il y a des belles choses aussi, des belles histoires économiques aussi, parce que donc je me suis nourri un petit peu de tout ça, parce que c'était ce qui me plaisait, c'est que vu que je savais pas trop ce que je voulais faire comme métier en fait, journaliste ça me permettait, quand j'allais faire un reportage avec un guide de haute montagne, j'étais guide pendant une journée. Si j'allais voir un petit peu ce que faisaient des pompiers, j'étais pompier pendant un certain temps. Si j'étais sur un procès, je voyais un petit peu comment les avocats fonctionnaient, comment les juges, comment les magistrats, etc. Les policiers, je les voyais un petit... Donc j'avais l'impression chaque fois que je vais sur un reportage de prendre vivre les habits des personnes qui sont là. Donc pour revenir à la question, toujours y croire, toujours travailler. Je crois que moi je suis un énorme besogneux, j'ai pas beaucoup de talent. Le seul talent c'est peut-être parce que j'ai cru en moi à un moment donné, mais il a fallu aussi que j'ai confiance en moi. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Je l'ai pas forcément appris, même si j'ai eu des excellents profs à Aix-les-Bains, au collège, au lycée ou à l'école primaire. Mais c'est vraiment cette histoire de confiance en soi, en fait. Et ce métier m'a donné petit à petit plus en plus confiance en moi, et j'ai franchi des étapes, parce qu'il y a un moment donné, en 98, quand je quitte RMC Nostalgie et que je quitte vraiment cette coquille-là pour aller à RMC, parce que je faisais les deux, je faisais des piges à RMC, des piges à Nostalgie, etc. Mais à partir de 98, j'ai vraiment fait que RMC à Lyon. Et vous devenez journaliste salarié à Lyon. Voilà, j'ai toujours été journaliste, mais là, vraiment embauché avec un statut, etc., à Lyon. Aller à Lyon, franchement, pour moi, c'était la grande aventure. Ah ouais. Franchement, la grande aventure, passer le tunnel de l'Épine, passer Dulin, etc. Voilà, Grenoble, c'est les cousins, c'est la même. Ça va encore à peu près. Ça va à peu près. Ils ont à peu près les mêmes montagnes, même si les nôtres sont forcément plus belles. Mais Lyon, alors là, c'est un. Et puis moi, Lyon, les Lyonnais, c'est ceux qui sur les pistes. Ah, c'est eux. Ouais, et moi, je croyais que c'était les Parisiens. Non, mais il y avait les Parisiens, mais aussi il y avait les Lyonnais. Ouais. Et pire, c'était les Lyonnaises qui m'embêtaient sur les pistes. Franchement, je vous dis ça. Franchement, c'est pour ça que je suis arrivé à Lyon. J'avais un moment donné où j'avais cette ville incroyable, mais bon, fallait manger, en fait. Il y a un moment donné où j'avais j'avais des responsabilités, j'avais des traites, il fallait payer des choses, donc je suis allé à Lyon parce que j'avais plus de travail à Nostalgie, qui était racheté à l'époque en 98 par Énergie. Donc je me suis dit non, je vais pas rentrer dans le giron d'énergie, non. Et puis indirectement, je vous raconterai après. Finalement, on est rentré dans le giron d'énergie et tout va bien. Et puis finalement, toujours y croire. Et puis non, franchement, toujours travailler. Mais c'est vrai que c'est des choses bateaux. Alors après, c'est vrai que moi j'ai une chance énorme, c'est que je vis de ma passion, en fait. Donc c'est à dire que j'ai pas l'impression d'aller travailler. C'est quand même une chance inouïe, quoi. Ouais, la plupart du temps. Alors il y a des fois quand même quand on a l'impression, franchement, parce qu'on mange pas du caviar tous les jours, mais c'est quand même quelque chose de
toujours y croire et puis se dire qu'à un moment donné, si on croit très fort à quelque chose, et ça c'est quelque chose que j'ai appris aux côtés de Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, qui par exemple, c'est une anecdote sur le dernier match de Juninho en 2009. Juninho en est à 99 buts avant ce match-là. Et il y a plusieurs solutions. Il peut marquer pendant le match, il peut ne pas marquer, il peut marquer 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts. Et puis à la fin du match, mais tout de suite à la fin du match, ils lui remettent un petit présent et c'est marqué « Merci Juninho pour tes 100 buts ». Ok. Et c'était quelque chose ils n'ont pas écrit au dernier moment, alors qu'il avait marqué qu'un but pendant le match, donc on arrivait pile poil au 100e. Ah oui, c'est là, et en fait, le président me dit à ce moment-là, mais parfois je pense tellement très fort à des choses qu'elles arrivent. Alors là, c'est vraiment une anecdote, hein, c'est sur une histoire de 100 buts, mais franchement, j'y crois de plus en plus, en fait. Tellement, on peut imaginer des choses, on peut vraiment penser très fort. Alors, ça va peut-être pas arriver tout de suite. Là, j'y pense à tel moment, ça va pas arriver demain, mais il y a un moment donné où peut-être dans la tête et dans ce qu'on fait, on va cheminer et on se met en condition pour arriver. On va peut-être mettre des petits cailloux et puis arriver à l'endroit où peut-être on voulait ou on ne voulait pas. Parce que moi, j'ai écrit un livre avec Sidney Govou et le titre, c'est pour ça que ça nous a bien rapprochés déjà pendant sa carrière, mais quand on a fait le livre, et on l'a intitulé « Je ne pensais pas aller si loin ». C'est parce que lui, un parcours aussi, vient du Puy-en-Velay. Puy-en-Velay, il faut quitter le Puy-en-Velay pour aller à Lyon. Pur produit de la formation lyonnaise. Ouais, mais en fait, il est arrivé après le bac. Il est arrivé vraiment au dernier moment. Et franchement, si quelqu'un avait prédit la carrière qu'il a faite, c'est-à-dire les 7 titres de champion de France, 49 sélections d'équipe de France, etc., jamais on n'aurait pu l'imaginer, même lui. Donc, il me disait, voilà, moi, je pensais pas aller si loin. Et finalement, moi, c'est un petit peu pareil. Je pensais pas aller si loin. Quand j'ai commencé sur ces ondes, c'est pour ça que je suis un peu ému de parler sur ces ondes-là, parce que quand je commentais les matchs d'Aix-les-Bains face à Fontaine ou face à Crangevrier ou Anne-Sylvieux, voilà, ouais. Et puis après, j'ai fait 5 Jeux Olympiques, j'ai fait près de 200 matchs de Coupe d'Europe. Alors je veux pas m'englorifier de ça, parce que moi je suis là pour mettre en valeur les autres, etc. Mais je veux pas compter. Voilà, je veux pas compter le nombre de matchs, le nombre de buts, etc. Mais vraiment, il y a des parcours. Il y a des endroits où on va et c'est vraiment très sympa. Et je pouvais même pas imaginer quand j'étais gamin pouvoir faire ça. Et puis maintenant qu'un certain nombre de journalistes, vous parlez de Gérard Rolls là ou d'autres, j'ai travaillé avec eux, ils me connaissent, on se connaît, etc. C'est des choses qui, j'ai pas envie de mettre ça en avant, mais personnellement ça me rend riche en moi, quoi, en fait. Et ce métier m'a rendu riche, pas financièrement parlant, parce que si vous voulez gagner beaucoup d'argent, faut pas faire journaliste. Mais ni facteur, je crois, du coup. Ouais, mais bon, si tu fais les deux, peut-être qu'à un moment donné, tu peux faire les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais je suis riche d'avoir découvert énormément de choses, parce qu'on parle beaucoup de sport, parce que depuis 10 ans, je fais du sport. Mais avant, j'ai découvert des choses extraordinaire dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, parce que voilà, la RMC Mobile, comme je l'appelle, elle en a fait des kilomètres de Dijon à Clermont-Ferrand jusque dans les Hautes-Alpes, même en Suisse, en Italie, pour couvrir un certain nombre de choses. Donc c'est une belle aventure humaine. Ouais, parce que le sport vraiment à 100% et le fait de suivre l'Olympique Lyonnais, ça fait combien de temps ça exactement ? Ça fait depuis 2008, parce qu'en fait le groupe a énormément grandi. Donc en 98, quand j'ai fini à Radio Nostalgie avec ce fameux Tour de France de l'affaire Festina, qui nous avait mené d'ailleurs ici à Aix-les-Bains, avec une fameuse étape entre Albertville et Aix-les-Bains qui s'était arrêtée juste avant les Bauges. 98, où tout le monde s'était arrêté, notamment tous c'était, je sais plus comment elle s'appelait, l'équipe de Jalabert. Ouais, ils s'étaient arrêtés sur la route parce qu'ils en avaient marre d'être persécutés, notamment par la presse, bien évidemment, parce que tout commence par la presse. Et puis ce fameux tour 98. Et puis derrière, en 2001, on rattaque RMC. Et donc après RMC, il y a toute cette aventure de RMC. On commence à 31 personnes en janvier 2001 avec Alain Veil, qui à l'époque, quand il était à Radio à Énergie, était le grand patron d'Énergie. Il voulait racheter Nostalgie. Je l'ai fui. Puis finalement, maintenant, il nous a rattrapés. Il nous fait vivre une belle aventure, parce qu'on était
34 ou 35, vraiment au départ à y croire, en janvier 2001. Et puis maintenant, on fait partie du groupe SFR. Donc le groupe SFR, c'est 25 ou 30 000 personnes. Avec mais BFM avant, TV. et voilà. Et donc, le groupe en lui-même, maintenant, c'est 1500 personnes. 1500 personnes. Parce que donc, on a créé, parce qu'en interne, on a créé donc BFM TV en 2005. On avait racheté BFM, qui était une radio de business. Et ensuite, on a eu la chance dans notre groupe de se développer avec Internet. Et du coup, avec Internet, on a tout créé sur les canaux des applications, des différentes télés, de la TNT, parce que par exemple, en 2005, personne ne croyait à la TNT en France. Bien sûr, ouais. Personne. C'était inconnu. Il y avait que 6 chaînes à l'époque. Et en fait, il n'y avait aucun grand groupe, notamment, alors France Télé, le groupe était obligé d'y croire parce que c'était le CLSA, c'était l'État qui, voilà, donc vous allez aller sur la TNT. Mais je vous parle du groupe TF1 qui avait LCI à l'époque. Et LCI, le groupe TF1 ne croit tellement pas à la TNT qu'ils disent non, mais nous, on va pas faire, comme on dit dans le jargon, monter LCI sur la TNT. Et donc là, nous, on crée en interne BFM TV, tout simplement. Pourquoi Alain Veil veut créer BFM TV à l'époque? Tout simplement parce que RMC a un déficit d'audience et d'émetteurs au-dessus de la fameuse ligne La Rochelle-Genève. On est très performant en dessous en termes d'émetteurs. La Rochelle-Genève, vous imaginez. Ouais. Au sud, vous avez beaucoup d'émetteurs, donc là, il peut y avoir de l'audience. Mais en dessous, il y a beaucoup d'audience. Et au-dessus, donc tout le nord de la France, l'ouest, etc., il y a presque aucun bande FM. D'accord. Et du coup, pour se développer, la seule solution, c'était d'aller à Lille, à Strasbourg, en Normandie, etc. Donc l'idée, c'était entre guillemets d'aller draguer le CSA en disant vous avez une merveilleuse idée avec cette TNT, etc. On va postuler, on va faire RMC Télé, on va faire BFM TV, etc. Mais en échange, si vous pouvez nous donner quelques fréquences. Et alors, on a tout eu. On a eu les fréquences et on a eu une télé. Et le 27 mai 2005, et quand Alain Veil nous présente ça en février 2005, en nous disant voilà, la télé, nous on est un petit groupe, il y a RMC, on est à peine 100, je dis même pas 100. Il dit non, mais jamais on va être pris, on ne va pas être pris au sérieux. Et en fait, le 27 mai 2005, le CSA nous accorde BFM TV. Donc là, c'est grand branle-bas de combat, parce qu'il fallait créer une télé. Et ça, c'était pas prévu. D'accord. C'était pas prévu. Et du coup, alors tous les techniciens qui étaient en radio, 2005, l'Internet existait, mais c'était un peu balbutiant. Donc, ils vont voir, comme dit Leslie Jones maintenant, des tutos pour voir un peu comment on fait une télé. Donc, pendant qu'ils font ça, ils nous réparent pas le matériel. Donc, nous, notre matériel, c'était un peu à nous de le réparer. Les grands patrons à Paris, la rédaction en chef, il n'y avait pas de RH, donc ils deviennent RH. Et du coup, moi, par exemple, je suis monté 2 mois à Paris pour faire chef et présentation. Donc, c'était une vraie belle aventure pendant 6 mois, l'été 2005, à créer BFM TV. Et on avait 6 mois pour la créer, donc elle est partie le 27 novembre 2005. BFM TV révolutionne en plus le monde de l'information. Ouais, et en fait, et l'idée, c'est qu'en fait, autant la radio telle qu'on la connaît maintenant, la radio parlée d'RMC, qu'on a connu avec ce basculement en janvier 2001 d'un jour à l'autre, un lundi matin à 5h, on décide de faire qu'une radio parlée. Un radio parlée, c'est-à-dire que ça parle du matin au soir. De 6h du matin jusqu'à 14 ou 16h, c'était des débats d'information. Et ensuite, de 16h à minuit, du sport. Et le week-end, de sport, de 16h le vendredi à minuit le dimanche. Donc, quand Alain Veil nous présente ça en décembre 2000, on le prend pour un fou parce qu'on se dit mais c'est pas possible. Et comment on peut parler de sport pendant 8 heures, en fait. Et si on va y arriver, parce qu'en fait le schéma des radios, il a rien inventé. Il a simplement, et pour BFM TV c'est pareil, et pour le dernier né en l'occurrence BFM Lyon, c'est la même chose. C'est tout ce qui se passe aux États-Unis. En fait, les radios de talk, c'est pour ça que RMC Info Talk Sport, ça s'est appelé au départ. Talk, c'est voilà, on parle, et c'est les radios américaines. Et BFM TV, c'est si vous êtes à New York, vous avez la même type de télé. Et BFM Lyon, par exemple, qui vient de se créer la dernière année, avant BFM Lille, c'est une radio purement locale, une télé purement locale, et c'est une télé de quartier, c'est la copie d'une télé de quartier à New York. D'accord. En fait, il y a des télés comme ça, vraiment presque rue par rue, ou presque. Et vous intervenez du coup aussi sur BFM Lille. Voilà, parce qu'en fait, donc l'idée, c'est que, et c'est ça le grand développement et la grande idée de Alain Veil, mais
qui a grandi avec un certain nombre de personnes à l'intérieur qui ont voulu, j'en fais partie, j'ai la fierté de vivre ça, parce que c'est vrai qu'un journaliste d'avoir vécu ce qu'on a vécu, il y en a pas beaucoup dans l'histoire. Je pense qu'il y a ceux qui ont connu RMC, qui ont connu les passages, les premières télés en noir et blanc, des choses comme ça, ou vraiment à l'ORTF. Voilà, je pense qu'il y a eux. Il y a ceux qui ont connu le développment de Canal+. Ouais, dans les années 80. Voilà. Mieux, ouais. Et après, il y a ceux qui ont connu le groupe RMC BFM TV. Je pense que franchement, on en parlait à l'inauguration de BFM Lyon début septembre avec Alain Veil, parce que voilà, entre les historiques un petit peu du groupe, on a un petit, parce que Alain Veil c'est quand même un capitaine d'industrie, c'est quand même une personnalité très très importante dans le monde des médias, mais il a un affect avec ceux qui ont cru dans ce projet-là. Et c'est il y a une chance de grandir au moment aussi où Internet a grandi et où la technique aussi a permis de faire différentes choses. Vous parliez que j'interviens sur BFM Lyon. Je vous parlais des premiers reportages que j'ai pu faire à Radio X ou même à Radio ou à RMC ou à Radio Nostalgie. C'était des bandes physiques. Ouais. En fait, moi j'allais à Chamonix pour faire un reportage. Il fallait que je redescende à Grenoble ou à Lyon. Je coupais la bande, je la rescotchais, etc. pour qu'elle diffuse. Mais on mettait 1 heure pour monter. Quand on avait eu sur le tunnel du Mont Blanc Jacques Chirac qui vient faire une intervention et faut réduire à 1 minute son discours, donc on coupait vraiment, et puis pour l'envoyer vraiment il fallait redescendre à Lyon. Là maintenant on fait ça, moi j'ai presque tout mon matériel dans la voiture et on peut diffuser même maintenant de l'image et même BFM Lyon c'est avec un iPhone. Donc il y a une évolution, quelque chose d'énorme au niveau technique qui a évolué avec le Wi-Fi, la 3G, la 4G, la 5G maintenant. Maintenant, on va avoir des systèmes où on diffuse tout en direct. Alors ça change énormément notre fonctionnement. Mais tout ça, ça a permis le développement de notre groupe. Parce qu'avec l'idée maîtresse d'Alain Veil, qui ne voulait absolument pas d'avoir sur les premiers reportages quand il y avait BFM TV et RMC, il exécrait de voir à l'antenne qu'il y avait le micro d'RMC d'un côté et le micro de BFM TV de l'autre. Il dit, mais pourquoi j'ai 2 membres, pourquoi je paye 2 personnes à aller au même endroit? À faire la même chose. Ouais. À faire la même chose. Et on lui expliquait qu'on ne faisait pas le même métier, etc. Donc, dans certaines fois, il avait raison. Et dans certaines fois, c'est nous qui avions raison. Et du coup, en 2008, on a créé en interne une filiale qui c'est RMC Sport. RMC Sport, donc moi maintenant, là où avant je faisais du sport au milieu de l'actualité générale, avec mon petit Nagra et simplement mon micro, maintenant je fais que le sport, avec une caméra, et je peux tout faire en fait. Je peux faire tourner des images, être devant la caméra, derrière la caméra, commenter des matchs, aller chercher l'info, etc. Donc c'est aussi ça qui me plaît dans ce métier. C'est que moi, dans le ski, je vous parlais du ski, j'aime bien les gens qui sont polyvalents, qui fassent du slalom, du géant, de la descente, du super G, toutes les disciplines. Bah là, dans mon métier, dans notre métier qu'on a vu grandir au sein de ce groupe RMC BFM TV, eh ben justement on fait tout. En fait, on fait de la présentation, on est en télé, on est en radio, on va commenter, on va chercher des infos, etc., etc. Et nous, c'est notre ADN et c'était notre raison de grandir et notre raison économique aussi de vivre. Là où éventuellement d'autres médias, le Dauphiné, dans un premier temps, c'est une presse papier, une radio France et qu'une radio, la France Télévisions et qu'une télé. Alors, c'est plus vrai maintenant, parce qu'ils essayent de globaliser. Eux, autant c'est dur de globaliser ou de se développer, le Dauphiné libéré, parce qu'il faut inventer des nouveaux médias, des nouveaux métiers. Du contenu aussi. Du contenu. Mais nous, on a fonctionné, on a grandi comme ça, en fait. On a grandi dans cet univers-là, comme les jeunes grandissent dans l'univers du Wi-Fi ou des nouvelles technologies. Nous, c'est un petit peu ça. Donc, en fait, avec notre simple caméra, on va aller faire un reportage à tel endroit et on va, avec l'image et le son, ça va donner de l'image et du son pour BFM TV, si des fois le sujet peut intéresser BFM TV, pour BFM Lyon, si ça intéresse BFM Lyon, pour la radio, pour les applications, pour tout, à partir d'une seule personne. Voilà, au niveau du sport, notamment, au niveau de cette filiale. Et puis après, le dernier, en fait, chaque année, il y a des nouveautés. Donc la dernière en date, c'est BFM Lyon, par exemple, BFM Lille sous peu. Et juste avant, il y a eu, via SFR, l'achat des droits de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions. C'est incroyable. Et là, en fait, ça nous... peut-être dans une autre dimension. C'est une autre dimension parce qu'on est vraiment
cœur comme je dis, au cœur du business, qu'en fait. On est derrière les vestiaires, on est avec les joueurs, parce que quand on a les droits, quand un média paye, en fait, il a des accès privilégiés. De partout. Donc, en fait, je commente les matchs, je suis derrière le but. Donc, je vois des choses formidables. Quand je fais des interviews, je suis tout de suite à la fin du match. Donc, on a d'autres regards, un petit peu d'autres... C'est une saveur particulière, en plus, la Ligue des Champions. Ouais, c'est une saveur particulière parce que c'est une grande machine. C'est un truc de fou, quoi. En fait, un truc de ouf, comme disent les jeunes. C'est chaque millimètre, chaque minute est vraiment réglementé. On doit pas faire ceci, on doit faire cela. C'est vraiment, c'est génial comme on vit pas le match de la même façon, quoi, en fait. Donc voilà, je suis peut-être un petit peu fouillis, mais en fait, c'est vraiment ce qu'on fait maintenant. C'est vraiment, on fait de tout, de l'image, du son, de la radio, on fait des tweets, on va chercher. Et puis après, le nerf de la guerre, c'est quand même de l'info. Il faut quand même aller chercher l'info. Donc, quand même ça, c'est sympa. Ça. De vraiment tout globaliser justement comme ça, parce que effectivement, il y a la communication sur les réseaux sociaux, il faut que vous y soyez présents. Et il y a aussi toujours l'idée d'être droit dans son métier et d'apporter de l'information. Et moi, au travers de ça, j'avais une question. Donc, dans votre groupe RMC, et notamment, je pense à l'émission que j'écoute le plus chez vous, c'est l'After. On a des journalistes comme par exemple Daniel Riolo, qui sont médiatiquement suivis, très très connus. Qu'est-ce qui diffère en fait finalement ? Est-ce que lui est dans un rôle, une posture et vous créez un scénario autour de ça ? Ou est-ce que véritablement, il fait le même métier que vous, sauf qu'il a un autre regard et en fait ces regards sont confrontés ? On fait pas forcément le même métier. Moi, je suis là pour aller sur le terrain, pour voir un petit peu ce qu'il en est. J'apporte des éclairages. Pourquoi un tel a loupé tel truc ? Pourquoi un tel est ceci ? Pourquoi un tel est cela ? Et alors, j'ai une opinion, mais c'est un fait en fait que je ramène. D'accord. Parfois, j'ai des idées aussi, mais je vais pas trop les dire parce que je me dis que j'ai pas le droit de dire un certain nombre de choses. Que eux, ce sont des journalistes d'opinion. Ils ont une idée, ils ont une idée directrice. Pour eux, voilà, telle chose c'est pas bien. Et ils vont démontrer que c'est pas bien. Et en fait, ils vont utiliser et ils vont analyser. Alors, je dis pas que c'est faux. C'est un autre regard, en fait. Ils ont un regard différencié. C'est deux formes de journalisme parallèles, finalement. Mais en fait, c'est complémentaire parce que parfois, ils peuvent avoir raison. Sur le court terme, ils n'ont pas raison. Mais sur parfois, ils n'ont pas raison sur le court terme. Mais sur le long terme, ils peuvent avoir raison sur telle ou telle évolution. Ils ont des idées. Alors après, la difficulté, c'est qu'on confronte quelque chose qui est sur le terrain, donc la réalité du terrain, face à parfois des théories. L'opinion et la théorie, et avec les réseaux sociaux, avec beaucoup de choses. Et la difficulté de notre métier, de plus en plus, c'est qu'il y a de plus en plus de canaux pour diffuser les informations. Mais il y a de moins en moins de personnes sur le terrain. Et les informations, elles viennent du terrain. Et en fait, si on n'a pas beaucoup de gens qui nous disent que la table est rouge, ou que la table est verte, ou que la table est bleue, les gens peuvent imaginer que toutes les tables, elles sont de toutes les couleurs, en fait. Mais il faut être là pour nous, sur le terrain, dire les choses. Et malheureusement, il y a de moins en moins de choses qui sont dites depuis le terrain. Et du coup, c'est un petit peu la problématique de notre métier désormais. Et est-ce qu'on rentre justement dans une phase de journalisme un peu star, un petit peu starifié justement par cette prise de moi, j'aime pas trop la période actuelle parce que moi, j'aime la course à l'info. Donc, la course à l'info, c'est pas forcément donner le premier l'info, mais c'est donner le premier la bonne info. La bonne info. La bonne info. Et il y en a trop, à travers les réseaux sociaux, qui cherchent à avoir... On est dans une course à l'ego. Le plus de tweetos qui suivent, de plus de followers, etc. Et ça nous mène un petit peu dans le mur. Alors, comme je dis, moi, maintenant qui fais le sport, c'est pas très grave, le sport. À la limite, c'est une défaite, une victoire. Voilà. Il peut y avoir des choses graves. Hein. J'ai commenté la mort de Marc-Vivien Fouet sur le terrain en 2003. J'ai une skieuse aussi qui est morte sur le... Voilà, il y a des choses aussi, il y a des choses graves dans le sport. C'était fou, Marc, vous en reparler, ça me donne des frissons. Voilà, et donc, mais le sport en général, c'est quand même quelque chose qui est fun, même s'il y a des défaites, même s'il y a des gens qui loupent les médailles pour un millième ou des choses comme ça sur les Jeux Olympiques. Mais la problématique, moi, ce qui me gêne aussi, c'est que toutes ces choses-là, cette course à l'ego, je vous parlais, de course à la rapidité sur une phrase, on va détourner une phrase, une vidéo, ça vient aussi dans les informations générales et parfois souvent même, c'est très très grave parce que ça donne
une autre image qui est pas Et pas une très bonne. dimension qui est pas à prendre. Et avec la notion de fake news, bien évidemment. On parlait effectivement donc de journalistes stars, mais vous, chez RMC, vous avez la chance, et je trouve que c'est vraiment une vraie chance. Vous avez Franck Leboeuf, vous avez Christophe Dugarry, vous avez Lionel Charbonnier, vous avez Emmanuel aussi Petit qui vient de temps en temps. Ça, c'est des consultants, ouais, tout à fait. Ouais. Et alors du coup, la différence entre consultants qui sont à la tête d'une émission et du journalisme pur, déjà, est-ce que ça cohabite déjà facilement ? C'est pas forcément facile parce que en fait, ils apportent leur regard d'anciens champions. Ouais. Forcément, ils ont gagné. Là, vous avez cité des champions du monde en 98, donc ils ont gagné. Donc, ils ont raison sur un certain nombre de choses parce qu'ils ont vécu et de l'intérieur des choses. Après, il y a aussi ce fameux lobby 98 dont on parle là. Et récemment, pour ceux qui ont suivi un peu la chronique de l'OL avec le changement de coach, il y avait un nouveau coach qui était partant, qui était Laurent Blanc, qui fait partie de cette équipe de 98, qui n'a pas été pris au dernier moment. Et puis moi, j'ai exposé à l'antenne les raisons de pourquoi il n'était pas. Et ça n'a pas plu à cette fameuse génération 98 parce qu'on dit des choses. Donc, c'est pas forcément évident. Mais là c'est juste un exemple. Voilà, on relate les faits. Et eux, ils sont dans d'autres choses. Et puis après, on est au carrefour parce que maintenant... tant mieux pour nous, on est devenu une radio leader d'opinion, au moins dans le sport. Du coup, moi, je découvre aussi la difficulté d'être leader en fait dans l'opinion parce qu'il faut, ça nous donne une responsabilité. Moi, en tout cas, ça me donne une responsabilité, notamment pour les derniers. Voilà, j'ai la faiblesse de dire que pour l'arrivée de Claude Puel à Saint-Étienne ou pour de Rudy Garcia à Lyon, pour ceux qui suivent la chronique football, j'ai été le premier à le dire, mais parce que c'est le cheminement de tout un travail. Mais il faut le donner au bon moment. Il faut et là mes proches peuvent témoigner que les heures qui précèdent, elles sont. Pas être facile. C'est pas évident parce qu'on a l'info. Alors justement, attendez, parce que ça c'est une question super importante. Vous avez une info. Ouais. À quel moment vous décidez de la donner ou pas ? Et j'imagine qu'il y a eu aussi eu des infos dans votre carrière que vous ne pouviez pas donner, quoi. C'est toujours la notion d'instant T. Par exemple pour Rudy. C'est quoi le bon timing ? C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée, comme disait l'autre. C'est pour moi. Alors, en fait, avant les réseaux sociaux, on pouvait largement travailler et attendre. Là, par exemple, sur Rudy Garcia, j'ai eu l'information à 18h un dimanche. Ouais. Avant, j'aurais pu tranquillement passer la soirée que j'avais en famille et puis travailler le lendemain matin pour vérifier. Ça, c'était avant. Là, il a fallu que la soirée, je l'arrête pour travailler parce que je me dis, si moi je le sais, il y en a d'autres qui vont le savoir. Donc, à quel moment ça va sortir ? Mais j'étais sûr à 95%. Et en plus, pour l'anecdote, c'était le week-end de l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, qu'on connaît. C'était toute l'actualité. Ouais. Mais surtout, on a balancé quelque chose qui était faux au final. Donc, voilà. Ouais. Donc, il y a eu double lame de vérification. Mais à 23h, avec mon collègue à Paris, on se dit, et lui arrive à avoir les mêmes infos. Qu'est-ce qu'on fait ? Et bon, lui est plus jeune sur les réseaux sociaux, etc. Il dit, faut qu'on balance la purée, comme on dit dans notre jargon. Donc, on a balancé ça à 23h et quelques sur l'after, dans l'émission. Et c'est important d'être le premier parce qu'après, il y a des questions de... Alors, déjà pour notre gouverne personnel, mais après, il y a aussi des histoires de référencement, comme on dit, Google. Mais voilà, mais cette soirée, elle était un petit peu particulière. Mes proches peuvent en témoigner, quoi. On a cette petite boule au ventre en se disant, on a l'info, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la garde ? Est-ce qu'on la donne ? Est-ce qu'elle est vraie en plus ? Parce que on peut toujours donner, vous me dites, moi, la personne qui me donne cette information-là, c'est un canal que j'avais jamais eu. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc je me dis, c'est bizarre. Et en plus, sur Lyon, c'est pas forcément une personne qui est en bonne... Qui est reconnue pour être quelqu'un de fiable à suivre. Voilà, donc je me dis, est-ce que c'est vrai ou pas ? Puis finalement, ça s'est avéré vrai au bout d'un ou deux coups de fil. Et puis, il faut que c'est bien beau d'avoir les 06, parce que ce métier, c'est aussi une question de confiance aussi dans les gens. Ouais. C'est bien beau d'avoir les 06 des gens, mais il faut que les gens nous répondent. Et puis, il faut qu'ils nous répondent
quand ils sont dans la crise ou quand ils sont en période décisionnaire. Donc là, pas évident, ouais. voilà, c'est pas évident et ça, c'est tout un travail invisible à créer au fil du temps. C'est un petit peu mon travail, mais c'est aussi la marque RMC qui permet à un moment donné d'arriver à ça, parce que le journalisme aussi, c'est un travail collectif. C'est vraiment un travail collectif des uns des autres et tout ça mis bout à bout, on arrive à avoir des bonnes infos. Et est-ce que le journalisme, notamment, concrètement, là je parle de vous à l'Olympique Lyonnais, mais je pourrais prendre un autre exemple. Est-ce que parfois vous pouvez avoir aussi un pouvoir un peu persuasif? Parce que j'imagine que parfois vous êtes aussi dans les discussions un peu des dieux, et notamment lorsque Silvino était un peu sur la sellette. Non, ça c'est je crois que c'est un petit peu des fantasmes. Un peu des fantasmes, ouais. Il y a le fameux 5e pouvoir ou 6e pouvoir, je sais plus comment on l'appelle. Ah ouais, non, je n'ai pas si loin. Non, mais le pouvoir de ce genre de choses-là, non. Par contre, il peut y avoir, c'est vrai qu'on nous écoute beaucoup. Alors je parle pas ni de moi ni de notre radio, mais d'une manière générale, parce que voilà, on rapporte un petit peu l'atmosphère générale, et puis on a notre regard aussi sur ce qui se passe. Mais de là à dire que c'est nous qui faisons les non, je pense pas, en tout cas. Et alors du coup, en tout cas pas moi, hein. Pas vous. Voilà. Peut-être Florent Germain alors à Marseille. Du coup, comment on fait du coup pour, votre présence est perçue comment justement par les membres du staff de l'Olympique Lyonnais, parce que je vous ai suivi un petit peu ces derniers temps. Vous étiez du voyage à Lisbonne. Vous êtes dans l'avion de l'Olympique Lyonnais. Ouais, on est dans l'avion. Ouais. Et alors du coup, comment est perçue votre présence par les joueurs, par l'encadrement, par le staff, par le président? Justement, il faut. C'est une tradition à l'OL, donc d'emmener les journalistes. Alors on paye, hein. La radio paye la place parce qu'en fait, voilà, le foot business, il y a du business, donc c'est du commerce. Donc l'avion, pour tout vous dire, il coûte 75 000 € pour emmener tout ce petit monde, la délégation lyonnaise à Lisbonne pour le dernier. Pour Saint-Pétersbourg, c'est 200 000 €. Voilà. Ah oui. Donc, bien évidemment, les joueurs et tout l'encadrement ne payent pas. Mais le club, c'est une entreprise, donc ils doivent vendre un certain nombre de sièges. Donc il y a des VIP, il y a des... il y a par exemple le club de Leipzig, là, pour faire Leipzig, Saint-Pétersbourg. Je discutais en Allemagne avec eux, et le service marketing, ils vendent 4 600 € la place. Le vol, la possibilité d'être avec les joueurs, pas 24 heures sur 24, parce qu'à l'hôtel, non, mais dans l'avion, de vivre ça, et puis de vivre en loge, bien évidemment. Vous avez 1 ou 2 coupes de champagne, bien évidemment, avec ça. Mais c'est un business. Du coup, l'avion, qui est un grand avion, parce que là, il y a l'équipe première, mais il y a aussi les jeunes de la Youth League, donc ça fait une grosse délégation, mais on est obligé de prendre un avion un peu important. Du coup, il y a des places à vendre pour essayer de rentrer dans ces frais. Donc nous, historiquement, voilà, les journalistes, on paye bien évidemment l'avion. Et puis c'est vrai que, alors c'est en ça que ce métier est assez intéressant, et là, l'OL, mais comme d'autres aussi, alors l'OL principalement, parce que je sais que par exemple le PSG ne le fait pas, Saint-Étienne ne le fait pas dans ces déplacements-là. Il faut avoir je vous parlais de confiance. Faut pas être là avec la caméra et être intrusif, mais il faut regarder. Et c'est là où nos yeux nous permettent de regarder beaucoup de choses. Et par exemple, dans le voyage retour de Leipzig, par exemple, j'ai vu Silvino, pour parler de l'entraîneur, qui allait se faire virer 4 jours après. C'est facile à dire après, mais je l'ai vu, les yeux complètement paumés. Il était juste à côté de moi, et dans un abîme de... Voilà. Alors, sur le moment, je me dis, voilà, c'est peut-être la fatigue, la tension, etc. Mais quand on remet bout à bout, on se dit, voilà. Et après, on nous dit de l'intérieur que, voilà, il était paumé. Et dans mon commentaire d'après-match, j'ai pu raconter ça. Alors après, c'est vrai qu'on peut raconter aussi tout et son contraire d'un événement, parce qu'on aurait pu, si ça avait bien fonctionné derrière, dire, voilà, sur le moment, il était fatigué. Bon, on voit d'autres choses. Mais en fait, on voit beaucoup de choses, parce que ce métier, c'est ça, je vous disais tout à l'heure, il n'y a plus beaucoup de gens sur le terrain. Et ça donne place à beaucoup d'avis sur les réseaux sociaux, parce que sur le terrain, on voit la personne, et on regarde, on a dans les yeux, il faut relater les faits. Et puis ça nous donne beaucoup de choses, en fait. D'être moi, les yeux dans les yeux, là, dans les pieds sur le terrain, alors que ce soit en sport, hein, là je vous parle de sport, mais pour le reste c'est la même chose. C'est très important. Du feeling, un peu d'empathie. Voilà, aussi, du feeling, et puis alors après, il y a l'empathie, il ne faut pas faire le syndrome de Stockholm, c'est pas parce qu'on est à côté qu'il faut dire que c'est les plus beaux, les plus forts, etc. Il faut avoir son recul aussi. Pour être objectif. Donc c'est un merveilleux travail, en fait, tout ça.
Et c'est là que je vous parlais d'enrichissement personnel aussi, parce que à travers ce qu'ils font, ça nous permet de travailler aussi sur nous-mêmes et puis de voir un petit peu ce qu'il en est. Puis on apprend beaucoup et puis on côtoie à l'occurrence là des grands champions et on apprend beaucoup de ces gens-là aussi parce qu'ils souvent sont à part. Et puis, voilà, ils nous renvoient des choses, et puis ça nourrit nos commentaires, ça nourrit beaucoup de choses. Mais alors après, franchement, forcément, il y a des gens, on est un peu plus en empathie que d'autres. C'est comme toutes les relations humaines. Mais il faut essayer de pas être trop vache avec ceux qu'on n'aime pas, même si parfois ça se ressent. Mais ça, il y a que mes proches qui savent ce que je pense de certains, et donc ils disent oh là, t'as été un peu trop fort sur un duplex récemment, notamment par rapport à un voilà. Mais autrement, faut quand même samedi, voilà, il y a un joueur que j'aime bien, qui a fait un mauvais match, plus ou moins, mais j'ai quand même essayé de sortir des choses positives. Voilà, faut essayer de trouver du positif, voilà. Et puis surtout maintenant, éviter d'aller sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est quoi votre avenir, vos envies, vos projets? Et d'Orgé, c'est quoi la suite? Vous savez continuer de vivre comme ça de ma passion et puis d'essayer d'être le meilleur à l'antenne et puis de faire passer la meilleure émotion par rapport à ce que je fais dans le sport ou si je dois refaire des informations générales comme j'ai pu le vivre avant depuis 27 ans maintenant. Parce que mine de rien, dans la région, j'en ai fait des drames aussi, et c'est vrai que on revient pas pareil quand on est appelé en mars 99 pour un simple incendie au tunnel du Mont Blanc, et puis t'as ton red chef, il te dit bon c'est 11h, vas-y, t'as rien à faire aujourd'hui, puis finalement tu reviens 3 semaines après, parce que tu restes là-haut et puis tu vois des choses importantes, un petit peu comme la même chose, le drame au Grand Bornand, voilà, où vous savez avec l'affaire Otia, voilà, et on vit même jusqu'au procès, voilà, on vit des choses pas forcément simples, ou la mort de Marc-Vivien Fouet qui forcément on commente un match et c'était à Gerland d'ailleurs. C'était à Gerland, ouais. On va pas à un match pour voir un joueur de foot mourir, voilà. Et puis c'est créé beaucoup de choses autour de ça, voilà. C'est des moments, donc tant que j'ai la flamme, tant que j'ai l'énergie pour gérer tout ça, parce que maintenant il faut avoir de l'énergie, il faut avoir un peu plus d'énergie qu'avant, parce qu'il y a tous les à côté à gérer et c'est pas simple. Et c'est à côté, c'est les fameux réseaux sociaux. C'est les fameux réseaux sociaux, il faut être imperméable à tout ça. Donc, quand on est en forme, quand on arrive à revenir ici au lac du Bourget, à faire un petit tour, à courir sur le sentier. J'aurais bien voulu, quand j'étais gamin, qu'il y ait cette randonnée lacustre là. Et puis, quand on arrive à se regonfler et qu'on revient ici, après, on peut repartir. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à ses racines. Il va falloir qu'on s'arrête, Edouard. Comme vous voulez. Non, je suis voilà, ça y est, c'est l'heure et l'émission se termine. Je voudrais sincèrement, au nom de toute la radio, vraiment vous répéter quelle fierté ça a été de vous avoir ce soir. Merci beaucoup. En plus, vous avez été d'une simplicité et très très facile d'accès. Donc un grand merci à vous ce soir. Et merci de votre accueil et puis voilà, ces ondes ont été le théâtre de ma naissance médiatique, donc. Et professionnel, donc forcément ça fait toujours plaisir de revenir. Merci pour tout, c'était Edouard G ce soir avec nous sur le 88 FM Radio Grand Lac. On se retrouve dès demain matin à 7h pour la matinale avec Audrey, et puis la semaine prochaine, pendant toute la semaine vous allez avoir une quinzaine d'émissions avec les bénévoles qui seront là pour vous accueillir. Ne lâchez pas Radio Grand Lac parce qu'on est là pour vous tous les jours. Radio Grand Lac 88 FM, très bonne soirée à tous. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac.